Nous démarrons donc cette édition par la Côte d'Ivoire où le Centre de promotion des investissements a mobilisé sur la période allant de 2012 à 2015 quelques 1335 milliards de francs CFA d'investissement agréés, ce qui représente 80% de l'objectif inscrit au plan stratégique pour l'investissement du plan national de développement du pays. Chris Paten Assemian, notre correspondant à Abidjan, pour plus de précisions. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, a été créé en 2009 dès la mise en place d'un code d'investissement en Côte d'Ivoire. Il fédère, coordonne et rationalise toutes les initiatives et actions gouvernementales en matière de promotion de l'investissement et de développement du secteur privé. Depuis sa restructuration en 2012, ce sont 1335 milliards de francs CFA d'investissement agréés au Code des investissements et 80 000 emplois occasionnés. Présentant le bilan à mi-parcours des activités 2015, devant un parterre de chefs d'entreprise et d'investisseurs, le directeur général du CPC, Esmaël Essis Emmanuel, s'est attardé sur les performances enregistrées. Nous avons prévu cette année de faire de mobiliser 500 milliards d'investissements et nous sommes déjà à 175 milliards. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons à peu près 200 milliards qui sont réalisés, qui sont en cours d'études et ça nous donne le fort espoir que l'objectif 2015 sera atteint. Doper l'investissement en Côte d'Ivoire, le CPC affiche ses priorités pour les mois à venir. La jeunesse ivoirienne doit prendre ses responsabilités. Et ces responsabilités qu'elle doit prendre, c'est parti par l'entrepreneuriat. Ce n'est plus d'aller faire un gel honneur, ce n'est plus d'aller chercher être en quête d'emploi jour et nuit. C'est d'être entrepreneur, pas homme d'affaires, mais entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celui qui a son idée, qui nourrit son idée, qui la vend son idée, qui traverse des crises, mais qui a un objectif d'arriver à pouvoir créer son business et prospérer. Et c'est à cela que nous engageons. En termes d'attractivité, le pays ne manque pas d'atouts. Ainsi, depuis bientôt 2 ans, la Côte d'Ivoire a gagné 30 places et figure parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde. De la Côte d'Ivoire, rendons-nous au Bénin. Le rapport 2015 sur les perspectives économiques en Afrique a été lancé vendredi dernier. Ce rapport examine la performance économique des 54 pays africains dans un cadre comparatif ou en ajustement le Bénin en matière de gestion de croissance économique et quel impact ce rapport pourrait-il avoir sur la croissance du pays par rapport aux autres pays de la sous-région ouest africaine? Élément de réponse avec l'économiste béninois Janvier Alofa. Il est au micro de Génial Afouda. Le rapport sur les perspectives économiques en Afrique, élaboré par le comité de la BAD pour l'année 2015, a révélé que le Bénin fait des efforts, notamment en matière de croissance économique et en matière de gestion des finances publiques. Et aussi fait des avancées en matière de développement humain. Comparé à l'Afrique, et surtout aux pays de la sous-région de l'UEMOA, le Bénin est quand même en évolution, même s'il y a des domaines sur lesquels il faut que le pays s'améliore. Notamment les questions liées aux réformes qu'il faut mettre en œuvre de manière vraiment accélérée et pour offrir les services sociaux de base aux populations, aussi bien en qualité qu'en quantité. Le rapport met l'accent par exemple sur les questions liées à la gouvernance fiduciaire, notamment les déficiences des marchés publics. Les perspectives sont bonnes pour le Bénin dans la mesure où les facteurs de risque que le rapport avait identifiés au moment où on l'élaborait, ces facteurs se sont plus ou moins atténués. Notamment, l'un des facteurs de risque c'était par rapport aux élections législatives et communales. On a pu voir qu'en 2015, ces éléments se sont bien déroulés, donc ce qui fait que le contexte global de développement et de l'activité économique reste stable, donc favorable à poursuivre ce qui a commencé.
Direction maintenant la France pour nous intéresser aux cornichons, cet incontournable des tables françaises, que ce soit pour agrémenter un jambon beurre ou à l'apéritif, eh bien, ce petit condiment vert est toujours présent. Pourtant, le pays ne compte plus qu'un seul producteur de cornichons qui a dû se renouveler pour survivre. Les Français en mangent près de 400 grammes par an, souvent en les piquant à même le pot. Mais aucun ou presque n'est produit sur le territoire car les seuls cornichons français sont ceux de Florent Jeannequin. La situation date de 2009 quand le poids lourd du secteur à Moramaille ferme sa conserverie locale et se tourne vers les produits venus d'Asie. Et on s'est retrouvé notre 6-4 producteurs de cornichons sans acheteurs. Et on est obligé d'abandonner, on est directeur, secrétaire, 2 permanents. Et on ne pouvait pas continuer comme ça sans avoir de vente des produits. Du coup, ça a été dissous. Les 25 producteurs qui restaient ont abandonné. On était 2, 3 à vouloir continuer. Puis maintenant, depuis 3 ans, je suis le seul à rester. Et pour rester dans la course face à la grande distribution, cet agriculteur bourguignon qui possède aussi des vaches à viande et des champs de céréales a dû se réinventer et miser sur une tendance, le bio made in France. C'est un cornichon qui est propre. Et on arrive à le conserver, étant donné qu'il est cueilli le matin et le lendemain il est mis dans le bocal et refroidi aussitôt et il n'y a pas de problème de conservation et de goût. Au contraire, ça en est que mieux parce que comme il n'est pas chargé d'insecticides et d'herbicides et de conservateurs, on retrouve le goût du cornichon. Un goût qui a un prix près de 8 € le pot, mais ça ne freine pas l'ascension de cette entreprise familiale qui a déjà doublé sa production en 2 ans et sera bientôt reprise par Henri, le fils. Pour moi, il y avait un marché. Et pour se faire connaître, il a fallu se différencier au niveau du packaging, fermeture mécanique pour appeler notre grand-mère. Parce que maintenant, le bocal, on pose sur la table, on en prend un ou deux, on le referme, on le range. Il faut que ce soit pratique. Et côté goût, certains ne s'y sont pas trompés. Adoubés par plusieurs grands chefs, les cornichons de Lyon ont même été servis sur les tables de l'Élysée. Et voilà qui met un terme à la première partie de ce journal de l'économie. La suite, c'est juste après ceci. Et nous allons maintenant nous intéresser à la coopération douanière bénino-nigériane. Pour cela, je vais me tourner vers mon confrère Casimir Pédior du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou, Bénin. Bonjour Casimir. Bonjour. Ravi de te retrouver ce matin. Merci. Alors, comment se porte cette coopération douanière entre le Bénin et le Nigeria? C'est une coopération qui est au beau fixe et qui se renforce de jour en jour par des actions conjointes entre la douane béninoise et la douane nigériane. Nous avons observé depuis un certain nombre d'années déjà, environ 5 ans, une certaine collaboration pacifique entre la douane béninoise et la douane nigériane qui forcément a porté ses fruits dans la mobilisation des recettes et surtout dans la lutte pour la sécurité des personnes et surtout des biens sur tout le long des 700 km qui lient ces 2 pays-là. Alors, nous avons noté que le colonel Charles Saison, qui est le directeur général de la douane au Bénin, était en fin de semaine avec son homologue nigérian. Qu'est-ce que les 2 personnalités se sont dit? Voilà, je le disais tantôt, une bonne collaboration entre les 2 pays. Et donc, après la prise de service du nouveau DG, le colonel 16 ans, eh bien, il a effectué la semaine dernière, en fin de semaine, cette mission-là pour aller discuter des questions essentielles. Parce qu'il faut le dire, hein, le Nigeria a élaboré une liste d'un certain nombre de produits prohibés qui ne devraient plus passer par les frontières pour atterrir sur son territoire. Et donc, le colonel, le DG douane Bénin, est allé prendre connaissance de cette liste-là et son homologue nigérien lui a rendu la liste et les implications éventuelles que cela pourrait avoir sur les bonnes relations qui pourraient désormais naître de cette collaboration-là. Et donc, il lui a remis la liste. Entre autres aussi, ils ont discuté des difficultés que les opérateurs économiques nigériens ont sur la traversée des routes au niveau du Bénin, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le port autonome de Cotonou est le port
par excellence où transitent la plupart des marchandises en transit vers le Nigeria, tels que les véhicules d'occasion, tels que certains produits alimentaires. Donc, il y a cette difficulté-là que la douane et toute l'administration douanière essaie de mettre sur le corridor. Donc, le DG Douane Nigeria a profité pour discuter de ces questions-là. On note aussi la nécessité aujourd'hui de voir les deux administrations se mettre ensemble. Et il y a une interconnexion qui est en cours d'être réalisée là pour permettre aux deux administrations de communiquer via les technologies de l'information et de la communication. Et le dernier aspect de leurs échanges, c'est surtout cette collaboration entre la douane nigériane pour partage d'expérience, parce que c'est quand même la première puissance africaine et la douane nigériane représente un poids dans l'économie de ce pays-là. Donc forcément, désormais, ils vont apporter leur expérience au Bénin afin de pouvoir mutualiser un tant soit peu les bonnes manières sur le corridor. Donc voilà, entre autres échanges, entre autres sujets qui ont été évoqués durant les 112 heures que le Bénin a passé la semaine dernière au Nigeria. Alors, Kazmi Pedjo, est-ce que, par exemple, la fraude douanière était aussi au cœur des échanges entre les deux personnalités? C'est même ça l'enjeu même de cette visite-là, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de marchandises quittent le Nigeria ou quittent le Bénin et atterrissent sur les deux territoires sans passer forcément par l'administration douanière. Et donc, désormais, il a été mis sur pied une certaine informatisation du circuit pour éviter la fraude. Il faut noter aujourd'hui que le contact entre l'opérateur économique et le douanier forcément crée une certaine facilité dans la mauvaise gestion, dans la mobilisation des recettes. Donc, désormais, les deux administrations veulent voir quel mécanisme mettre sur pied pour pouvoir éviter cette fraude douanière qui aujourd'hui représente beaucoup en termes de manque à gagner pour les deux économies. Donc, désormais, je crois qu'avec l'aide du ministère de l'économie et des finances, la douane béninoise veut davantage renforcer son mécanisme de contrôle et surtout de collecte des recettes au niveau des frontières pour pouvoir mieux rentabiliser. La fraude zéro, ça existe? Ça ne pourra jamais exister parce que vous vous souvenez, vous, hein, avec le collectionneur d'impôts que Jésus a rencontré, la fraude zéro n'existait pas en son temps, donc ce n'est pas au Bénin que nous allons essayer, mais nous pouvons réduire jusqu'à peut-être considérablement pour pouvoir permettre quand même à l'État d'engranger suffisamment de ressources financières. Merci beaucoup, Kazmi Pedjo. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bien sûr. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous.